Octave Mirbeau, La grève des électeurs, suivi de prélude. Publication des Temps Nouveaux, numéro 22, 1902. Réédition en 1924. La grève des électeurs. Une chose qui m'étonne prodigieusement, j'oserais dire qu'elle me stupéfie, c'est qu'à l'heure scientifique où j'écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France, comme ils disent à la commission du budget, un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consent à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs pour voter en faveur de quelqu'un ou de quelque chose. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n'est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison ? Où est-il le Balzac qui nous donnera la physiologie de l'électeur moderne ? Et le Charcot qui nous expliquera l'anatomie et les mentalités de cet incurable dément ? Nous l'attendons. Je comprends qu'un escroc trouve toujours les actionnaires, la censure des défenseurs, l'opéra comique des dilettanti, le constitutionnel des abonnés, Monsieur Carnot des peintres qui célèbre sa triomphale et rigide entrée dans une cité languedocienne. Je comprends Monsieur Chantavoine, s'obstinant à trouver des rimes. Je comprends tout. Mais qu'un député ou un sénateur, ou un président de République, ou n'importe lequel, parmi tous les étranges farceurs qui réclament une fonction élective, quelle qu'elle soit, trouve un électeur, c'est-à-dire l'être irrévé, le martyr improbable, qui vous nourrit de son pain, vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, avec la seule perspective de recevoir, en échange de ses prodigalités, des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans la poitrine. En vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici de la sottise humaine, en général, et de la sottise française en particulier. Notre chère et immortelle sottise, ô chauvin ! Il est bien entendu que je parle ici de l'électeur averti, convaincu, de l'électeur théoricien, de celui qui s'imagine, le pauvre diable, faire acte de citoyen libre, étaler sa souveraineté, exprimer ses opinions, imposer, ô folie admirable et déconcertante, des programmes politiques et des revendications sociales, et non point de l'électeur qui la connaît et qui s'en moque, de celui qui ne voit dans les résultats de sa toute-puissance qu'une rigolade à la charcuterie monarchiste ou une ribote au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c'est de se pocharder aux frais du suffrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe, et il n'a cure du reste. Il sait ce qu'il fait. Mais les autres ? Ah oui, les autres, les sérieux, les austères, les peuples souverains, ceux-là qui sentent une ivresse les gagner lorsqu'ils se regardent et se disent « Je suis électeur, rien ne se fait que par moi. Je suis la base de la société moderne. Par ma volonté, Floquet fait des lois auxquelles sont astreints 36 millions d'hommes, et Baugry d'Asson aussi, et Pierre Alipe également. Comment y en a-t-il encore de cet acabit ? Comment, si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu'ils soient, n'ont-ils pas été, depuis longtemps, découragés et honteux de leur œuvre ? Comment peut-il arriver qu'ils se rencontrent quelque part, même dans le fin fond des landes perdues de la Bretagne, même dans les inaccessibles cavernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle à ce qui se voit, assez sourd à ce qui se dit, pour voter bleu, blanc ou rouge sans que rien l'y oblige, sans qu'on le paie ou sans qu'on le saoule ? À quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté, à ce qu'on prétend, et qui s'en va, fier de son droit, assuré qu'il accomplit un devoir, déposé dans une boîte électorale quelconque, un quelconque bulletin, peu importe le nom qu'il est écrit dessus.
Qu'est-ce qu'il doit bien se dire en dedans de soi qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant? Qu'est-ce qu'il espère? Car enfin, pour consentir à se donner des maîtres avides, qui le grugent et qui l'assomment, il faut qu'il se dise et qu'il espère quelque chose d'extraordinaire que nous ne soupçonnons pas. Il faut que, par de puissantes déviations cérébrales, les idées de député correspondent en lui à des idées de science, de justice, de dévouement, de travail et de probité. Il faut que dans les noms seuls de Barbe et de Béot, non moins que dans ceux de Bouvier et de Wilson, il découvre une magie spéciale et qu'il voit, au travers d'un mirage, fleurir et s'épanouir dans Vergoing et dans Hubbard des promesses de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c'est cela qui est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies. Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu'un fait unique domine toutes les histoires. La protection aux grands, l'écrasement aux petits. Il ne peut arriver à comprendre qu'il n'a qu'une raison d'être historique. C'est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais, et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point. Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son argent et qui lui prenne la vie, puisqu'il est obligé de se dépouiller de l'un et de donner à l'autre. Eh bien non, entre ces voleurs et ces bourreaux, il a des préférences, et il vote pour les plus rapaces ou les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne se disent rien, eux, et ils n'espèrent rien. Mais du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bêtes que les bêtes, plus moutonniers que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Ô bon lecteur, inexprimable imbécile, pauvre air, si au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes que te débitent chaque matin pour un sou, les journaux grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau, si au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenilles, si au lieu de t'arrêter, éternel badaud, devant les lourdes duperies des programmes, si tu lisais parfois, au coin de ton feu, Schopenhauer et Max Nordau, deux philosophes qui en savent long sur les maîtres et sur toi, peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et la belle redingote à courir ensuite vers les urnes homicides où, quelque nom que tu mets d'avance le nom de ton plus mortel ennemi. Il te dirait, en connaisseur d'humanité, que la politique est un abominable mensonge, que tout y est à l'envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n'as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. Rêve après cela si tu veux, des paradis de lumière et de parfum, des fraternités impossibles, des bonheurs irréels. C'est bon de rêver, et cela calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve, car là où est l'homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l'homme qui sollicite les suffrages est, de ce fait, un malhonnête homme, parce qu'en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu'il ne te donnera pas et qu'il n'est pas, d'ailleurs en son pouvoir de te donner. L'homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi. Il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter et ranimer des espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t'imaginer que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd'hui est particulier à une époque ou à un régime, et que cela passera. Toutes les époques se valent, et aussi tous les régimes, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Donc, rentre chez toi,
bonhomme, et fais la grève du suffrage universel. Tu n'as rien à y perdre, je t'en réponds, et cela pourra t'amuser quelque temps. Sur le seuil de ta porte, fermée aux quémandeurs d'aumônes politiques, tu regarderas défiler la bagarre en fumant silencieusement ta pipe. Et s'il existe en un endroit ignoré un honnête homme capable de te gouverner et de t'aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au mensonge. Je te l'ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève. Prélude. Et je songe avec une joie sadique et une très nationale fierté que, dans quelques jours, sera ouverte la période électorale. On peut même affirmer qu'elle l'est déjà, qu'elle l'a toujours été, et qu'étant donné nos mœurs parlementaires et nos goûts politiques, qui sont de nous mépriser les uns les autres, cela ne changera rien à nos habitudes et à nos plaisirs. Mais ce qu'il est impossible de prévoir, c'est sa fin, et si jamais elle aura une fin. Dieu veuille que non. Par quelle suprême force, par quelle ultime mystification se dénouera, si elle se dénoue un jour, cette période admirable et féconde qui débute officiellement par l'annonce discrète et consolante de la candidature de M. Mermex dans le quartier de Montmartre. Voilà ce que nul ne saurait prophétiser ouvertement. Avec un pareil point de départ, l'induction philosophique elle-même, le somnambulisme et le spiritisme perdent de leur efficacité divinatoire et demeurent impuissants à conclure quoi que ce soit. Pourtant, on hésite entre la guerre et la révolution, ce qui est charmant, il faut bien en convenir. Généralement, et surtout dans le fier parti boulangiste, qui ne compte que des héros, on est ravi de cette alternative. Car c'est évidemment une chose réconfortante de penser que 500 000 de nous peuvent être massacrés. Il paraît d'ailleurs que rien ne redonne du sang à un peuple appauvri comme d'être saigné à blanc, que rien n'accélère la vie comme de mourir. Il faut convenir également, en attendant de savoir lequel prévaudra de ces deux bienfaits sociaux, et s'ils ne prévaudront pas tous les deux ensemble, que l'existence va être délectable au milieu des musiques rugies par messieurs de Cassagnac, Rochefort, Arthur Meyer et Canivet, par les autres aussi, par tous les autres. Nous avons en perspective une série ininterrompue de concerts comme on n'en entendit jamais, même au théâtre anamite et dans les ménageries foraines, à l'heure de la viande. Et quel passionnant spectacle! On ne pourra faire un pas dans la vie sans être sollicité, accaparé, enthousiasmé par des distractions puissantes et variées, où le plaisir des yeux se mêlera aux joies de l'esprit, sans voir étalés sur les murs, sur les troncs d'arbres, sur les barrières des champs et les poteaux indicateurs des traverses, l'infinie sottise, l'infinie malpropreté de la politique. Chaque maison sera transformée en club. Il y aura sur chaque place publique des meetings hurleurs. En haut de chaque borne, de bizarres personnages, vomis d'on ne sait quel fond secret, d'on ne sait quel mystérieux coffre-fort, arrachés à l'obscurité gluante, d'on ne sait quelle caverne journalistique, gesticuleront, brailleront, aboieront, et, les yeux injectés de sang, la gueule écumante et tordue, nous promettront le bonheur. De Brest à Menton, de Saint-Jean-de-Luz à Valenciennes, tous, pour nous rendre heureux, s'accuseront de vol, de viol, d'assassinat. Ils nous jetteront à la tête l'inceste, l'espionnage, la trahison, l'adultère de leurs femmes, l'argent de leurs maîtresses. Ils agiteront des draps de lit, des registres d'écrous, des bonnets de forçats, l'infamie des greffes, des bureaux de police, des cellules et des préaux. La France tout entière va devenir une immense latrine où les ventres ignominieux, publiquement, déverseront le flot empesté de leur déjection. On va marcher dans l'ordure, enlisé jusqu'au cou. Et nous nous réjouissons de cette posture. Oui, le merveilleux peuple que nous sommes.
et combien nous avons raison, grisés de notre propre honte, de résister au dégoûtant principe du pessimisme. Car tous ces gens-là sont d'inébranlables optimistes, d'extraordinaires bienfaiteurs. Malgré la diversité des dieux qu'ils servent, ils croient à l'âme immortelle. Et que veulent-ils ? Ce que voulait Vincent de Paul et ce que voulait Marat, nous apporter le bonheur, et de l'être quadruplement par Boulanger, Ferry, Orléans et Napoléon. Par Boulanger surtout, qui non seulement nous promet le bonheur, mais qui nous l'impose. Oh, celui-là ne plaisante pas avec le bonheur. Il y ajoute même, par excès de magnificence, la richesse et l'honnêteté. Du bonheur, de la richesse et de l'honnêteté, il en a plein la main pour tout le monde. Et encore lui en reste-t-il dont il ne sait que faire. « Est-ce que je ne suis pas heureux ?» nous dit-il. « Est-ce que je ne suis pas riche, pas honnête ? Regardez, j'ai un hôtel superbe, 8 chevaux dans mes écuries, une chair exquise, de l'or plein mes coffres. Et je dîne avec des lords milliardaires. Et toutes les femmes sont folles de ma barbe. Or, il n'y a pas si longtemps, je n'avais rien de tout cela. Eh bien, ce que j'ai fait pour moi, je puis le faire pour vous tous. Approchez. Qui veut du bonheur ? Qui veut la richesse ? Qui veut de l'honnêteté ? Des chevaux, des femmes, des hôtels ? Vous n'avez qu'à parler, et je ne les vends pas, je les donne. Ça ne coûte rien. Voilà. Qui veut du bonheur ? Et je vois le désappointement du pauvre diable des lecteurs qui, la figure joyeuse et claquant de la langue, viendra plus tard réclamer son dû. Que viens-tu faire ici ? Je viens chercher le bonheur que vous m'aviez promis. Le bonheur ? Tiens, le voilà. Prends-le, prends tout. Une bonne capote qui te coupera les aisselles, un bon sac qui te rompra le dos, un bon fusil. Et va te faire crever là-bas. Pour ma gloire et, ô suprême ironie, pour la gloire de Mermex. Es-tu content ? Et il ira, les lecteurs, il ira sans se dire que cette capote, c'est lui qui se l'est taillée. Ce fusil, c'est lui qui se l'est forgé. Cette mort, c'est lui qui l'a signée. En votant pour l'homme magique qui devait le rendre heureux, riche et honnête, il se dira seulement « Jamais je n'aurais cru que le bonheur fût tel. J'aimerais mieux être malheureux. » D'ailleurs, le bonheur dont il se plaint, et que tous les gouvernements lui apportent, pareil, c'est lui seul qui se l'a fait toujours. Il a fait la Révolution française, et, phénomène inexplicable, en dépit de 100 années d'expérience douloureuse et vaine, il la célèbre. Il la célèbre, cette révolution, qui n'a même pas été une révolution, un affranchissement, mais un déplacement des privilèges, une saute de l'oppression sociale des mains des nobles aux mains bourgeoises et, partant plus féroce, des banquiers. Cette révolution qui a créé l'inexorable société capitaliste où il étouffe aujourd'hui, et le code moderne qui lui met les menottes au poignet, un bâillon dans la gorge, un boulet aux chevilles. Il en est fier, et toute sa vie, à travers les monarchies et les républiques, se passe à changer de menottes, de bâillons et de boulets, chimérique opération qui lui arrache ce cri d'orgueil. Ah, si je n'avais pas fait 89, où donc en serais-je ? Je n'aurais peut-être pas Boulanger. Pour me donner une idée approximative de ce que vont être ces élections, je n'ai qu'à me souvenir de certaines fêtes religieuses de Bretagne, les jours de grand pardon. Souvenirs délicieux, chères évocations de la beauté humaine qu'il me suffira de transposer du physique au moral, pour avoir la représentation nette, impartiale et glorieuse de tous les partis qui vont mendier tes suffrages, éternel constructeur, toujours battu, de la fortune des autres au triple électeur que tu es. Autour de Sainte-Anne-d'Auray, sur les routes qui traversent le saint village et les sentes qui y aboutissent, les mendiants, les extropiés, les monstres font aux pèlerins une double haie d'épouvante et d'horreur. D'où viennent-ils ? De quelle morgue ? De quel enfer ? De quels germes atroces sont-ils donc sortis ?
Je n'en sais rien. Hurlants et tordus, les uns rampant sur le sol avec des grouillements vermiculaires, les autres brandissant entre leurs guenilles poissées de sanie des membres tronqués, mutilés, tous la face convulsée, troués de gangrènes immondes, ils montrent, non sans coquetterie, des plaies qui n'ont pas de nom, même dans les léproseries de l'Orient. Ils étalent avec une fierté visible des difformités paradoxales, pleines d'hallucinations et de cauchemars. On les voit, à vivant, avec un bel orgueil, leur chair rongée, putréfiée, pressurant de leurs moignons, de façon ostentatoire, des tumeurs hideuses, d'où le pus jaillit. Et c'est à qui de ces misérables vivantes pourritures sera le plus repoussant, exhalera la plus insupportable puanteur. Par un étrange oubli, et peut-être par une haine consciente de l'humanité qui les a vomis, ils mettent une sorte d'amour-propre, un point d'honneur, une vanité à ne plus conserver rien d'intact, par où se reconnaît en eux qu'ils ont été des hommes. Et quel foudroyant mépris pour les camarades dont les membres gardent encore, de ci de là, des vestiges de forme humaine, dont les chairs accusent, parmi les coupures et les boursouflements, des parties inattaquées. Quelle jalousie entre eux pour un polype rare, un cancer plus beau que les leurs, une éléphantiasis de grosseur insolite, jalousie qui vont parfois jusqu'à l'assassinat. Eh bien, mon brave électeur, normand ou gascon, picard ou cévenol, basque ou breton, si tu avais une lueur de raison dans ta cervelle, si tu n'étais pas l'immortel abruti que tu es, le jour où les mendiants, les estropiés, les monstres électoraux viendront sur ton passage coutumier, étaler leurs plaies et tendre leurs sébiles, au bout de leurs moignons dartreux, si tu n'étais pas l'indécrottable souverain sans sceptre, sans couronne, sans royaume que tu as toujours été, ce jour-là, tu t'en irais tranquillement pêcher à la ligne, ou dormir sous les saules, ou trouver les filles derrière les meules, ou jouer aux boules dans une sente lointaine. Et tu les laisserais, tes hideux sujets, se battre entre eux, se dévorer, se tuer. Ce jour-là, vois-tu, tu pourrais te vanter d'avoir accompli le seul acte politique et la première bonne action de ta vie.